Bonjour à tous, merci d'être venus sur votre pause déjeuner là, pour assister à notre conf. Aujourd'hui on va parler effectivement des IA industrielles et post, et on va particulièrement parler d'OpenAI, de Gemini, GPT-4 Mistral, LLM, enfin tous les gros modèles. Alors, pas du tout, Nicolas, on va pas parler de ça aujourd'hui, mais on va plutôt parler de modèles assez accessibles qu'on peut installer chez soi, qu'on peut utiliser dans notre poste de travail avec une VRAM de 4 Go, ça peut marcher. On va aussi parler de la labellisation et le traitement des données en amont, et puis de l'évaluation de ces modèles et surtout du déploiement de ces modèles en production. Et donc avant de commencer, on va rapidement se présenter. Je suis Nabil Oulbaz, je suis data scientist dans le groupe La Poste basé à Nantes. Donc j'ai moins d'1 an d'expérience. Et moi je m'appelle Nicolas Pénaud, je suis software architecte et MLOps, un profil assez atypique. J'ai 15 ans d'expérience par contre, à contrario. Avant de commencer, on voulait faire un petit disclaimer. Excusez-nous, vous n'allez pas voir de code. Donc pour les barbus qui cherchent du code, c'est pas ici. On n'avait pas forcément beaucoup de temps. On a voulu plutôt privilégier notre progression et surtout les différents problèmes qu'on a eus, les exposer, les expliquer. On fera sûrement un autre talk pour réellement rentrer dans le code. Donc voilà, la petite larme pour les barbus, c'est maintenant. Donc un peu de contexte, on va parler un peu de l'activité de La Poste. On sait que c'est une entreprise multimétier qui se spécialise principalement dans la livraison des courriers et des colis. Elle a sans doute une image assez vieillissante, mais quand on regarde un peu en détail, on voit et quand on regarde dans les projets que La Poste entame, on voit que c'est assez technique, c'est très récent et que c'est innovant. Donc elle a toujours eu la vision de faire beaucoup plus avec le moins de ressources possible, et donc elle se voit obligée d'optimiser les process à travers, en l'occurrence, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Et du coup, on a voulu tout simplement vous diffuser un petit film là. Aujourd'hui, on va parler de ça. Donc, c'est un centre de tri. Il y en a 22 en France, là spécialisé sur la partie colis. Donc là, vous voyez en fait un flashage de colis par une caméra. On a les 6 faces du colis et puis on envoie ça à l'IA. Ça permet tout simplement après de débrayer le colis. On va aussi parler du use case, ce qu'on appelle le use case PFGF pour petit format, grand format. On parle du pli et c'est plutôt de ça aussi qu'on va aussi parler dans la présentation. Mais avant tout, rappelons les enjeux. Quels sont les enjeux ? Donc en fait, les enjeux de La Poste, c'est améliorer ces chaînes de tri automatisées. Le but, c'est d'avoir le moins de tri manuel possible, tout simplement pour être le plus compétitif possible pour le cas de La Poste. C'est du coup réduire aussi le taux de rejet. Un taux de rejet, c'est en fait un pli qui est mal lu par l'OCR ou par l'IA, et puis du coup qui doit être traité manuellement. Et donc du coup, il y a en 2019, donc on fait un bond en arrière, on est en 2019, la constatation c'est que le tri automatisé est géré par un OCR classique, un vieil OCR, qui du coup faisait à peu près 80% de tri automatisé. 80% de tri automatisé sur à peu près 30 millions de plis, ça veut dire 20% en tri manuel. Donc ça fait beaucoup de manuel. En effet, Nicolas, on a un flux de 30 millions de plis par jour, et en plus de ça, on a quelques contraintes, à savoir que l'image est flashée, le colis est flashé, donc on a une image, et au bout de 500 millisecondes, il faut savoir la sanction où on va diriger ce colis-là ou ce courrier. Et donc c'est une contrainte de temps de 500 millisecondes où on a une détection de plusieurs objets. En plus de ça, on a une lecture dans un référentiel d'adresse pour savoir sur quel bureau de poste il faut envoyer le colis. En plus de ça, il faut communiquer avec tous les centres de tri ainsi que tous les bureaux de poste de la France. Donc c'est un réseau plus ou moins disparate. Donc on est dans un environnement industriel. Vous allez voir qu'on a de l'IA en data center, mais aussi de l'IA en edge, et ça, on y reviendra.
Donc concernant nos entrées, ça c'est des images qu'on a obtenues de la prod, c'est le flashage de courrier, colis, des liasses de presse, des formulaires de douane, etc. Et donc comme j'avais dit, c'est un flux d'environ 30 millions d'appels par jour. Donc là on est sur effectivement des supports disparates et nous aujourd'hui on va plutôt regarder le flux courrier. Donc on est sur un flux courrier, qu'est-ce qui se passe en termes d'IA? Voilà, on a, encore une fois vous les avez vus, les machines de tri, hein, des plis qui passent en machine, acquisition d'images par une caméra, on envoie l'image à l'IA et là on a deux types de modèles. On a un modèle d'object detection classique pour gérer tout simplement où se trouve l'adresse et puis on a un modèle qui va plutôt faire de l'OCR pour après exploiter une brique de machine learning en data center, donc là au niveau national, d'où les problématiques réseau, pour faire du rapprochement d'adresse vis-à-vis de l'adresse qui a été lue par l'IA. Parce qu'effectivement l'IA peut lire avec tout simplement des mauvais caractères, etc. Donc on a quelque chose comme ce qui est montré sur le slide, des choses qui est inexact et on rapproche ça à du coup une vraie chaîne de caractères exacte qui représente l'adresse et donc du coup un point de distribution. Ça c'est ramené à la machine de tri niveau industriel qui débraye le pli automatiquement dans le bon bac pour être après acheminé dans ce contexte industriel. En effet, donc bonne nouvelle, en février 2019, la vision se concrétise, on lance en production notre premier pipeline d'inférence. Tout se passait bien, c'était la fête à Nantes à la direction technique. Et puis 2 mois plus tard, la maison brûle. Tout explose, on ne sait pas ce qui se passe, mais on arrête la prod, enfin on arrête la prod en termes d'IA, hein, pas la prod en termes d'OCR, du coup on revient sur l'OCR. On revient sur l'OCR parce que l'IA malheureusement, au lieu de prendre l'adresse destinataire, elle a pris l'adresse expéditeur. Puis en plus, elle a pris l'adresse expéditeur dans certains plis, c'était le pli des impôts. Les déclarations d'impôts en avril. Donc autant vous dire que rapidement la prod a été coupée d'un point de vue IA et on est revenu sur l'OCR. Donc on est passé de quelque chose qui nous donnait satisfaction puisqu'on avait gagné en termes de points de tri automatisé. Donc en fait on commençait à plus faire beaucoup moins de tri manuel et puis là on est revenu sur l'ancien temps avec du tri manuel. Donc on a commencé tout simplement à vouloir détecter c'était quoi le problème. On a voulu, une fois détecté le problème, prendre les plis qui posaient problème, les labelliser, les éduquer, réévaluer nos nouveaux modèles d'IA. Encore une fois, on en a 2, LBA et OCR. Bon voilà, un peu de chance, c'était les object detection qui fonctionnaient pas. Et puis, une fois qu'on était sûr et certain que le modèle réentraîné était meilleur que celui en prod, on a pu déployer. La facture est importante, 4 mois. 4 mois pour pouvoir faire tout ce cheminement et corriger, redéployer une nouvelle version en prod. Et donc du coup, à l'issue de ça, on a décidé de créer un centre d'éducation. Et ce centre d'éducation nous permettra de faciliter tout le pipe de correction des erreurs en production. À partir des images où on a une erreur, où on constate une erreur dans les prédictions ou des fausses directions, on peut les labelliser, lancer un cycle d'éducation et d'évaluation, puis choisir un checkpoint qui est performant et automatiquement le déployer dans les centres de tri et dans les data centers. Tout ça en utilisant des technologies de pointe comme du Java, du Python pour l'entraînement, des fils Kafka et des images Docker. Et donc du coup, ça c'était ce qui était sur le papier. Fin 2019, début 2020, on essaie de vouloir reconstruire, construire ce centre d'entraînement des différents modèles. Et derrière, on se pose une question, est-ce qu'on crée ou est-ce qu'on crée pas? Donc 2019, on vous fait à peu près une photo, il n'y avait pas grand-chose sur le marché qui traitait ces problématiques de bout en bout, c'était très disparate, avec des outils qui étaient plus ou moins communautaires ou pas, avec une certaine communauté ou non, pas du tout, des choses émergentes. Et donc du coup, on a eu pas mal de questions autour de ça, et il a été pris la décision de partir sur un développement custom. Donc début 2020, on passe sur la labellisation avec le développement d'un outil de labellisation. Donc qu'est-ce que c'est? On a un portail web classique qui propose de la labellisation et sur cette labellisation, on vient tout simplement avoir un cheminement de labellisation qui est adapté aux personnes réalisant les labellisations. C'était le souhait effectivement du groupe La Poste d'être quelque chose de vraiment très adapté aux futurs labelliseurs, puisque les futurs labelliseurs, ça va être les postiers qui étaient au tri manuel
principalement. Et donc du coup, derrière, il a fallu effectivement traiter cette problématique. Et aussi, l'autre problématique qu'on nous a posée, c'était de garder l'entièreté des données en interne et ne pas envoyer toutes ces données en externe. Et donc du coup, pour ça, on a tout simplement créé cet outil avec différents axes. Le premier axe, c'est qu'on a créé un workflow dédié. Donc en clair, on vient créer des campagnes de labellisation, on vient gérer en fait un pool de data qui représente des images. On injecte ça dans des campagnes de labellisation. Les labelliseurs viennent labelliser avec un process bien défini, le plus qualitativement parlant et avec un rendement vraiment important. Pourquoi un rendement important? Puisque ça coûte cher la labellisation. Donc en clair, il a fallu vraiment faire des workflows vraiment super adaptés pour que du coup le nombre de clics dans l'interface soit le plus petit possible. On a aujourd'hui, avec 5 ans de recul, on a de l'aide à la saisie, on a de la pré-labellisation faite par l'IA aujourd'hui. Donc par exemple, effectivement, on vient redonner les images qui doivent être labellisées à une première IA qui labellise pour l'humain, et l'humain vient plutôt corriger si c'est pas le cas. On vient aussi ramener des notions d'airbag classiques avec des profils gestionnaires, labelliseurs et vérificateurs. Et enfin, on a créé une formation dédiée, je vous disais, hein, on est sur on a redonné en fait un nouvel emploi au sein de la Poste qui est l'emploi du labelliseur dans le cadre effectivement de la rééducation de ses propres modèles. Effectivement, voici un workflow complet de l'annotation selon le use case. De gauche à droite, on peut voir que d'abord on oriente l'image, puis on sélectionne l'objet à détecter, dans ce cas-là les 2 étiquettes, puis une étape de retranscription de ce que l'usager voit, c'est-à-dire les adresses ou les dates ou les mentions, ça dépend des use cases. Ici figure pas la saisie, mais effectivement vous imaginez bien qu'il y a la saisie à un moment donné. C'est intéressant ces images puisque en fait là vous êtes sur un use case colis. Donc vous avez présenté tout à l'heure 2 modèles, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein. On a un mode Object Detection puis un OCR. Sur le colis, on a même 4 modèles. On a un premier modèle qui va gérer la rotation, un autre qui va plutôt traiter le multi-étiquette. Puis après, on retombe sur de l'Object Detection et enfin de l'OCR. Donc voilà la complexité, l'enchevêtrement, et ça on va aussi y venir. Pourquoi on est obligé d'enchaîner différents modèles dans notre process métier, entre guillemets. Donc concernant l'éducation, notre idée ou notre vision était de lancer des rééducations automatiquement. C'est comme on voit dans la photo, on voulait que même Homer Simpson, même s'il est assez futé, puisse en clic-bouton relancer une éducation automatiquement et avoir un résultat très satisfaisant. Et donc du coup ça c'était sur le papier. Si on fait la rétrospective en 5 ans, au début la Poste souhaitait avoir vraiment ce mode clic-bouton, je prends un modèle, je prends des données en entrée, peut-être une petite phase de config, et puis j'appuie sur un bouton, comme par magie, mon modèle est rentraîné, et puis hop, je le renvoie en production. En fait, l'abstraction, elle est quand même hyper difficile. Pourquoi elle est hyper difficile? Parce que chaque modèle est spécifique, chaque modèle a un fine-tuning qui lui est propre. On a la gestion de version. Vous vous rendez compte que là, on est sur un use case métier, par exemple colis, qui indique 4 modèles. Donc ça veut dire 4 versions différentes. Il nous faut quand même une version aussi englobante de ce process métier. On a de la scalabilité d'entraînement qui vient mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, on traite jusqu'à 23 modèles en parallèle. Et puis, on commence aussi à avoir des problématiques de gestion de parc GPU avec en 5 ans, tout simplement, des cartes GPU qui sortent à peu près toutes les 6 mois. Je ne sais pas si vous avez regardé ce qu'il fait côté chez Nvidia, mais en 2019, on était sur de la V100. Après, on est passé sur de la 10, de la 100. On est passé aussi sur de la L40, et puis maintenant, c'est des H100. Voilà, chacune avec une architecture différente, chacune avec des spécificités différentes. Et lorsqu'on veut commencer à vraiment optimiser nos inférences, on en reparlera, on utilise Tensor RT. Tensor RT, effectivement. Donc, on va rapidement présenter le processus d'apprentissage. On détecte une erreur en production. On collecte les images à travers nos logs Kibana ou Elasticsearch. Et puis, on labellise ces données-là, soit par pré-annotation, soit par labellisation manuelle sur notre outil. Puis, on importe un code d'entraînement
qui entraîne selon les modèles, soit un modèle d'object detection, soit un modèle OCR, et on boucle entre entraînement et validation pour choisir le meilleur checkpoint ou la meilleure itération avec quelques métriques d'évaluation précises. Et à la fin, on optimise le modèle pour qu'il soit prêt à être déployé en inférence, parce que entre un modèle entraîné, ce qu'on verra après, un modèle entraîné et un modèle en inférence, il y a une grande différence, il y a des précisions qui sont différentes, il y a une tolérance au BAT qui est différente, et puis à la fin, quand on a un modèle qui est rapide et efficace, on le store ou on l'enregistre dans notre store. Exactement, Nabil. Et du coup, la stack bleue, c'est ce que utilise Nabil au quotidien, alors que moi je suis plutôt sur la stack jaune. Effectivement, on a à côté de ça que des mécanismes de track, donc on vient effectivement tracker les images en termes d'acquisition en prod, puis derrière on vient tracker aussi les métadatas qui sont mis sur les images en termes de labellisation. On vient aussi stocker l'ensemble des données d'entraînement, que ça soit en input et en output, qui est hyper important pour le choix du checkpoint final. Et puis, bien sûr, on vient aussi traquer les données de configuration finale, surtout d'optimisation, qui sont importantes pour pouvoir voir l'évolutivité de notre modèle. Et donc, du coup, si on parle éducation... On va parler d'évaluation. Et d'évaluation, pardon. Oui. Et donc l'évaluation, c'est la dernière étape du cycle d'éducation, et c'est là où, après avoir choisi les checkpoints, quand je dis checkpoint, je dis itération, où on a le maximum de valeur de la métrique, par exemple la distance de Levenshtein ou l'IOU que je vais expliquer, on essaye de voir si le modèle corrige les erreurs qu'on a constatées en production, mais en même temps s'il n'a pas régressé dans ce qu'il sait faire déjà. Donc ça, c'est important. Et pour faire ça, on a déjà établi plusieurs datasets de référence qui sont plus ou moins statiques et qui ne bougent pas dans le temps. Et ces datasets-là nous permettent en fait de voir s'il n'y a pas de régression et de voir si peut-être potentiellement il y a même une amélioration de détection. Et les métriques utilisées selon le modèle, par exemple pour le modèle OCR, on a la distance de Levenshtein qui est une distance d'édition. C'est la différence de caractère entre ce qui a été annoté par le labelliseur et ce qui a été prédit par le modèle. Et puis il y a l'IOU, c'est Intersection Over Union, et ça veut dire c'est l'overlap en pourcentage entre le cadre encadré par le labelliseur et le cadre prédit par le modèle. Et donc, à la fin de l'évaluation, on est satisfait, on fait le packaging automatiquement avec des scripts qu'on a développés, et puis on garde les traces de l'entraînement et de l'évaluation et des métriques de toutes les époques. Donc c'est vrai que cette étape elle est super importante, l'évaluation, et encore une fois ça se base vraiment sur ces deux métriques, puisque aujourd'hui on est sur deux types de modèles, l'object detection, donc on va plutôt se servir de l'IOU, et puis dès lors qu'on commence à regarder un modèle d'OCR, on regarde effectivement la distance de Levenshtein. Sur ces évaluations, c'est vraiment là on a vraiment que du développement custom pour pouvoir bencher nos différents modèles au travers, encore une fois, d'une fenêtre métier. Si on reprend le use case courrier tout à l'heure, vous avez vu qu'il y avait deux modèles pour le use case courrier avec l'object detection et le LBA, et c'est bien ça qu'on essaye aujourd'hui d'évaluer, c'est si demain je fais une nouvelle version de mon object detection pour courrier, est-ce que ça impacte mon process métier global sur la partie détection, sur la partie courrier. Et donc du coup, une fois qu'on a lancé l'évaluation, on obtient ce style de graphique. Donc c'est peut-être indigeste comme ça d'un point de vue juste en plus après l'heure de manger. Mais aujourd'hui, comment ça se lit? Vous avez deux barres à chaque fois, vous avez des domaines avec deux barres, je ne sais pas si vous avez remarqué. Le premier domaine, tout à gauche là, qui est les lettres recommandées. Voilà, on a ces deux barres qui représentent à gauche la version en production et à droite la nouvelle version qui vient d'être éduquée. Donc son évaluation en termes de distance de Levenshtein, c'est celle-ci par rapport à l'évaluation de celle qui est en production. Pareil alors là on a mis un gros domaine pour pas trop vous embrouiller qu'on appelle le vidéocodage, en clair c'est du multidomaine. Et puis
un domaine particulier qui nous a bien fait rire, c'est les plis noirs. Les plis noirs, comme son nom l'indique, c'est des plis qui sont tout noirs. Voilà. En production, on avait vraiment des difficultés à appréhender ce type de pli. Et puis voilà, avec une nouvelle éducation, on est capable de voir que plus il y a de vert, vous avez compris le code couleur, mieux la distance de Levenshtein est la plus petite. Et donc du coup, il s'avère effectivement que cette évaluation est meilleure que celle en production. En parlant de plis noirs, alors ça peut être très bien d'un point de vue marketing, et je pense que je n'ai rien contre le marketing, hein, mais je pense qu'effectivement ça claque. Par contre, dans une chaîne de tri, ça claque pas du tout. Donc voilà, ça c'est un exemple de pli noir qui effectivement nous a posé un peu de problème, on va dire ces 5 dernières années. On a parlé labellisation. On a parlé effectivement éducation, on a parlé évaluation. Il nous reste un dernier point qui est le déploiement. On ne pouvait pas vous parler de déploiement sans parler un peu de MLOps. Donc on pourrait en faire une présentation, je pense pendant 1 heure sur ce domaine. Là c'est vraiment un condensé avec des gros raccourcis pour essayer que ça tienne en une seule slide. En clair, aujourd'hui, comment nous, notre équipe, allait un peu structurer. On a différentes zones. Donc on a des zones ML plutôt orientées data scientist, où effectivement on va avoir de l'extraction de données, on va avoir de la préparation de la donnée, on va avoir tout ce qui est entraînement, optimisation pendant l'entraînement des modèles. Et puis on a la validation pour pouvoir le pousser sur des dépôts de modèles. Dépôt de modèles qui contient aussi les dépôts de configuration, les inputs, les outputs, tout ce qui ressort de l'éducation. À côté de ça, on a une zone software. Donc là, on est plutôt sur la partie data ingé qui, eux, vont exploiter les modèles et ils vont aussi faire un peu plus de métier. Donc on va avoir du pré-processing, on va avoir pas mal d'orchestration métier. Vous comprenez que pour un use case, encore une fois, colis, avec 4 appels de modèles différents, on commence à les orchestrer. Et puis on va avoir du batching, de la performance à gérer, et puis encore une fois, du packaging, et on envoie tout ça sur des dépôts applicatifs. Aux côtés de tout ça, on a une grosse CI qui vient, au travers de pipelines automatisés, déployer tout ça sur différents environnements, que ce soit du build ou du back. Et puis on reprend aujourd'hui des infrastructures qui sont assez communes avec des moteurs d'inférence et puis un applicatif à côté. Et puis on a cette couche transverse, on en a parlé déjà plusieurs fois, d'observabilité, de traçabilité sur l'ensemble du scope. D'accord, c'est très bien. Donc un peu de chiffres. Côté labellisation, on est sur à peu près 2 millions de labellisations entre 2019 et aujourd'hui. On a 75 personnes qui sont dédiées à la labellisation et qui bénéficient de formations différentes selon les cas d'usage. Et niveau parc d'inférence, on a 24 modèles d'IA un peu éparpillés partout sur les centres de tri. On reçoit 30 millions d'appels par jour et à l'aide de l'IA, on a gagné 12 à 25% de points en fonction du contexte. Et donc, quand je dis points, ça veut dire succès d'acheminement. Donc effectivement 12% de points, par exemple, effectivement en 2019 on était à 80%, on reprend le chiffre de 80% sur la partie OCR, maintenant on se rapproche plutôt des 92 voire même des 95% de tri automatisé dans le contexte courrier, attention, il y a un contexte derrière tout ça. Et sur la partie nombre d'appels par jour, on a même des modèles qui sont appelés un peu plus que ça, 50 millions d'appels notamment pour l'affranchissement. Pour vous donner l'évolution, on a commencé en 2019 avec une seule brique qui était cette fameuse brique de machine learning de rapprochement d'adresses. On a un string en entier, on en ressort un string formaté en sortie. Grossièrement, là, je fais un amalgame de fou. Je pense que je vais me faire tuer dans l'équipe. Et derrière, en 2019, on a effectivement un modèle courrier. En 2020, on gère tout ce qui est formulaire douane. Donc là, on a beaucoup plus de champs à traiter. 2021-2022, on est sur la spécificité, notamment sur la partie petit paquet import. On commence à mettre aussi nos API en data center, enfin nos IA en data center au travers d'API qui sont exploités par des mobiles directement dans les centres de tri au niveau le plus fin. C'est-à-dire que vous avez des postiers qui viennent trier le courrier
qui ne connaissent pas forcément la tournée du postier et qui utilisent l'intelligence artificielle au travers de ces API pour pouvoir trier correctement le courrier au niveau le plus fin. Je parle de l'agence, par exemple. Et puis, 2022, 2023, 2024, là, on commence à rentrer dans des cycles où on est sur des domaines métiers beaucoup plus complexes. Le colis, on a 6 images, 6 images à chaque fois, de très haute qualité, donc très grosses à gérer, qui amènent beaucoup de problématiques. L'affranchissement, c'est pareil, c'est d'autres problématiques. Et puis, le tout dernier, en 2024, on sort de notre contexte, on rentre plutôt sur de la visualisation urbaine. Donc, petite caméra sur les véhicules des postiers. Et puis, on commence à analyser la voirie, pareil, avec des modèles d'IA derrière. Donc, voilà, le spectre est assez grand pour l'équipe. Et c'est notre évolution sur les 5 dernières années. Donc, bah voilà, on a fait le tour. Je pense qu'on a un peu de temps, on peut aller dans le détail. Qu'est-ce que tu en penses? Ça marche. Donc, bon, pour les plus de 30 ans, ceux qui ont la ref, ils reconnaîtront. Jérôme Bonaldi. Pour les autres, bah, allez voir. Du coup, rentrons un peu plus dans le détail. Réellement, comment ça fonctionne? On vous parlait d'une partie applicative, on vous parlait d'une partie modèle. Sur la partie applicative, donc effectivement, c'est développé en Java. On a une image en entrée avec un premier thread request qui va pré-processer l'image. Ça va pousser tout ça dans une file. Et derrière, on a nthread qui vont tout simplement batcher ces différentes images, en tout cas ces différentes maps, pour envoyer ça à l'inférence. Derrière, on reçoit une map de bytes qui est consolidée, qui est post-processée, et on retourne un JSON métier, puisque c'est le but de cette application Java, au travers du post-processing. Donc ça, c'est vraiment aujourd'hui notre flux très grossier, très peaufiné, pour vous montrer comment est traité l'appel de l'inférence au travers de notre brique Java d'un point de vue métier. Mais dis donc, on parle beaucoup de modèles, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait une aparté sur c'est quoi nos modèles, quels sont les types de modèles qu'on utilise. D'accord, vous l'avez déjà deviné, quand on parle d'IA, c'est généralement du deep learning. Et donc, c'est des modèles basés sur des réseaux de neurones de convolution. Comme j'avais dit, c'est très accessible, c'est open source en plus. Et donc, il faut juste l'adapter au cas d'usage. Pour l'object detection, on utilise un modèle de la famille YOLO. C'est un papier de recherche qui s'appelle You Only Look Once. Ça veut dire que en regardant une fois l'image, en faisant une passe sur l'image, on arrive à détecter les objets en plus de leur classe. Et comme on voit dans les photos là, des êtres humains, des véhicules, de la nourriture, des objets quoi. Des objets en général. Avec la spécificité, c'est que on arrive à détecter la classe aussi. Et donc c'est des modèles très petits. C'est par exemple le YOLO X Nano qu'on utilise et à peu près 900 000 paramètres. Alors en comparaison, le ChatGPT 4 il a 1,7 trillions de données. Donc c'est 2 millions fois plus grand que le modèle YOLO X par exemple. Et pour l'OCR, c'est encore un modèle open source issu de la recherche. C'est une tâche qui s'appelle Scene Text Recognition. Et donc l'OCR là, il est composé à peu près quatre briques. La première, c'est une brique de transformation qui prend la photo et qui l'oriente un peu pour bien lire le texte. Elle est suivie par une étape d'extraction de features. C'est des couches de convolution qui sont liées directement à une couche NLP qui gère tout ce qui est texte en soi, avec la prise en compte du contexte, donc du BLSTM par exemple. Et à la fin, on a une couche de prédiction qui associe une probabilité à chaque caractère. Ok, donc en fait, ça c'est vraiment les modèles réels que nous utilisons. Oui. Mais derrière, on utilise aussi différents formats. On voulait faire un aparté sur le format NNX. Je pense que certains d'entre vous le connaissent. Bon, je pense tout le monde. Mais il est important de le noter. C'est un format qui est aujourd'hui universel, qui est bien représenté en fait sur l'environnement et l'écosystème IA. Il est bien représenté. Pourquoi? Parce qu'il est aussi bien intégré avec différents frameworks sur différents frameworks d'IA. Et en plus, c'est
quand même utilisé par quelques petites PME que vous pouvez voir aujourd'hui. Donc voilà, nous on l'utilise, ce format ONNX, juste à un endroit clé qui est lors de l'éducation. Ça c'est important, ça nous permet, ça plutôt un modèle pivot, avant de retomber sur un modèle beaucoup plus spécifique, en tout cas sur un format beaucoup plus spécifique, qui est un format optimisé au travers du format point plan de TensorRT. Exactement. Donc, comme j'avais dit, il y a une grande différence entre un modèle qu'on utilise pour l'entraînement et un modèle qu'on utilise lors de l'inférence. C'est bien d'avoir des modèles ONNX parce qu'on fait abstraction de la plateforme qu'on utilise ou du framework qu'on utilise. Par exemple, on peut entraîner un modèle, le même modèle sur TensorFlow et PyTorch et avoir le même ONNX à la fin, qu'on peut communiquer avec quelqu'un qui va l'utiliser avec d'autres frameworks. Par contre, pour l'inférence, il y a plusieurs contraintes, à savoir ce que j'avais mentionné, les 500 millisecondes, parce qu'on est toujours suivi par cette contrainte-là. Donc, on utilise TensorRT. TensorRT, c'est un logiciel qui est créé par NVIDIA et qui permet d'optimiser les modèles, par exemple ONNX, en un modèle qui est beaucoup plus rapide sur une carte en particulier, une carte GPU NVIDIA, bien sûr. Et donc, comment ça marche? Le TensorRT, c'est le logiciel qui applique plusieurs méthodes d'optimisation, qui commence par l'analyse du graphe du réseau de neurones pour détecter les couches qu'on peut fusionner. Puis, il applique plusieurs algorithmes de ML, de machine learning, qui permettent d'élaguer un peu le graphe, c'est-à-dire d'enlever les branches qui ne sont pas utiles. Et tout ça en garantissant que on aura les mêmes sorties entre le premier modèle et le modèle optimisé. Il nous permet aussi de gérer le batching, ça veut dire qu'on peut choisir un modèle avec du batch dynamique ou avec une taille de batch en particulier. Il peut aussi gérer la précision du float, ça veut dire qu'on peut passer d'un float 32 à un float 16 ou 8. Okay. Donc du coup, on vient de faire un point sur nos modèles et surtout sur l'optimisation qu'on utilise nous au quotidien. Mais si on revient à notre chaîne, en fait, comment ça fonctionne réellement entre ces niveaux dans l'applicatif? D'accord, donc on verra un peu de matrice, mais c'est pas grave. La chaîne globale, elle est comme ça. On a un batch d'images, on peut voir à gauche. On a une brique de pre-processing qui lit l'image avec OpenCV et qui le transforme en une liste de matrices. Et puis, la liste de matrices est directement envoyée au modèle Object Detection qui est un point plan et qui prend en entrée ce batch dans notre cas, c'est des batchs de 64 images à la fois. Et donc, qui produit à la sortie une liste de matrices encore qui contiennent les coordonnées des objets, leur classe et le score de confiance. Et puis, en plus de cette sortie-là, on l'accompagne avec l'image originale pour obtenir des crops de ces images-là, pour ensuite les communiquer à l'OCR qui va lire ou retranscrire tout ce qu'il voit dans les crops et donc donner des adresses à la fin. Ok, donc on a bien aujourd'hui effectivement ces notions bien techniques avec ces enchaînements de modèles, mais au final ça s'est pas fait comme ça du premier coup. On a surtout une histoire derrière tout ça, et en fait l'histoire elle commence en 2019 et surtout avant 2023. Avant 2023, on était plutôt sur une vision plutôt monolithe, genre One Man Army. D'ailleurs, je pense qu'on s'est loupé sur le thème des festes du Brestcamp, pardon. Et du coup, là-dessus, nos avantages, c'était qu'on était performant. On avait différentes notions. C'était facilement déployable dans le SI, puisque du coup, on avait cette notion de monolithe qui était maîtrisée, qui était benchée. On avait quelque chose qui était encore une fois effectivement maîtrisé sur nos infras de IaaS avec nos GPU. Par contre, les inconvénients, c'est que c'était gargantuex. On avait un socle qui était énormément couplé avec notre application. Notre application embarquait aussi le modèle, et donc du coup, on était plutôt sur de l'appel unitaire en Python classique, j'ai envie de dire, et puis on était encore sous TensorFlow avant 2023, donc c'était principalement l'ensemble des inconvénients qu'on avait nous avant 2023. Mais encore une fois, ça fonctionnait, et ça fonctionnait super bien. Donc pourquoi changer ?
Mais en 2023, il y a eu la renaissance, entre guillemets, de cette première version où on a vraiment fait table rase. Pourquoi il y a eu déjà en 2023, dans notre use case, on s'est rendu compte que PyTorch vis-à-vis de TensorFlow était beaucoup plus performant. On avait des temps de réponse qui étaient beaucoup plus performants en utilisant PyTorch que TensorFlow dans notre use case contextualisé. Surtout aussi, on s'est rendu compte que 2023, même un peu avant, 2022, voire même 2021, on avait déjà des moteurs d'inférence qui existaient sur le marché, qui étaient intéressants d'utiliser. Et du coup, nous, on est aussi parti sur un moteur d'inférence en 2023, et on va vous le présenter sur quoi on est parti. Ouais, on est toujours sur du NVIDIA, donc on a choisi le moteur d'inférence Triton, qui est un projet open source créé par NVIDIA en 2018. Il permet en fait de déployer des modèles de deep learning ou des modèles, quels que soient des modèles Python ou des briques écrites avec plusieurs langages, et de les requêter facilement. Donc il gère aussi plusieurs choses, à savoir la compatibilité avec plusieurs technologies, et il a plusieurs avantages. Comme il est très rapide, il est performant parce que le serveur est écrit avec le langage C++. Il permet en fait de charger à chaud les modèles, c'est-à-dire que on a quelque chose qui tourne en production, on a une erreur, on la corrige, on ramène le modèle directement sans pour autant redémarrer tout le process, on peut directement déployer le modèle. Et donc ça, c'est la disponibilité et le chargement à chaud des modèles. Puis, il permet aussi de gérer les batchs. Donc, on peut envoyer image par image l'inférence image par image, et puis c'est à lui de batcher tout ça et de donner une réponse batchée. En plus de ça, il permet d'instancier les modèles, c'est-à-dire qu'on peut créer plusieurs instances de modèles par carte. Si on a beaucoup de cartes, on peut créer plusieurs instances de modèles sur la même carte. Comme ça, il peut paralléliser les inférences. Donc en clair, on touchait aussi bien l'évolutivité, l'orchestration, la performance et le découplage. Le découplage parce qu'effectivement, c'était le moteur d'inférence qui avait le modèle et nous, notre applicatif qui faisait juste du requêtage. Et ça, c'était vraiment intéressant pour nous. Si on revient juste sur le batch dynamique, le batch dynamique, qu'est-ce que c'est? C'est effectivement, il reçoit plein d'appels et puis c'est lui qui, en fonction de la fluctuation de ces appels, se dit ok, je pars sur un batch 4, un batch 8, un batch 16, un batch 1, en fonction effectivement de l'appel. C'est beaucoup plus performant effectivement en cas de demande fluctuante. Si par contre vous avez toujours des batchs, j'ai envie de dire statiques, avec des flux assez similaires, il s'avère effectivement que c'est pas forcément hyper intéressant. Du coup, derrière, en fait, nous, on a poussé l'optimisation encore plus loin. Qu'est-ce qu'on a fait? Aujourd'hui, on atteint des 450 images par seconde sur une GPU sur certains modèles. Et pour ça, on a dû descendre sur différentes techniques, dont le batch dynamique. Mais une des techniques aussi, c'était de partir sur du churn memory. Donc, qu'est-ce que le churn memory? On a notre application qui va, au lieu d'aller donner l'image comme ça à l'inférence, va aller pousser son image directement en RAM du serveur. Et derrière, l'inférence, elle va récupérer le pointeur qui est du coup envoyé par l'application. Donc, si je reprends, mon application prend mon image, la convertit et la met en RAM, récupère le pointeur de la RAM et on a encore un petit module de batching côté applicatif pour gérer ces pointeurs. On envoie les pointeurs à l'API du moteur d'inférence et le moteur d'inférence, au lieu d'aller récupérer en HTTP l'image, lui, il va directement chercher l'image en RAM. Et du coup, on descend encore notre niveau enfin, on augmente nos niveaux de perf ou on descend notre latence. Et donc, en 2024, on aboutit à un pipeline qui traite à peu près 450 images par seconde. Après, on s'est rendu compte que on n'avait pas de bottleneck niveau GPU. Par contre, on était coincé par rapport au CPU. Et tout ça est dû au pré-processing des images.
Le pré-processing est tout simple, mais il est coûteux. C'est une lecture d'image avec la librairie OpenCV sur Java, puis un resizing pour l'object detection qui a besoin d'images 640 x 640. Et donc ces opérations-là font que on est bloqué à 450 images secondes, on ne peut pas aller plus loin. Et donc on a pensé à quelques solutions, et parmi elles, on s'est dit que peut-être il serait optimal de envoyer directement le tableau de bytes en GPU à travers Triton, et donc basculer le pré-processing directement sur le GPU. Pour faire ça, on peut utiliser ce qu'on appelle sur Triton le modèle ensemble. C'est une technologie qui permet en fait d'enchaîner plusieurs modèles à la fois, et donc gérer le Triton serveur gère l'orchestration de ces modèles, et il gère aussi le batching des modèles. On n'a que lui donner l'entrée, et c'est à lui de nous sortir la sortie finale qui est le texte. Et donc comment ça marche? On peut aussi utiliser ce qu'a mentionné Nicolas, qui est le shared memory, parce que sur Triton on peut aussi utiliser le shared memory GPU. On lit l'image en tableau de bytes, ou la liste d'images en tableau de bytes. On donne l'adresse à Triton, qui lit directement l'image et qui fait tout le pipe d'inférence, et puis nous sort l'adresse. C'est des travaux en cours, on n'a pas encore abouti, et donc je pense que d'ici la fin de l'année, on aura des résultats intéressants, je pense. Oui. Ce qu'il faut retenir de ça, sur ce modèle ensemble, c'est que c'est effectivement une feature de Triton, là, de NVIDIA Triton, qui est vraiment intéressante dans notre contexte, puisque du coup, au travers d'un simple fichier de configuration, vous pouvez spécifier votre workflow de traitement. Donc avec du pré-processing, de l'appel de l'inférence, du post-processing, et du pré-processing et post-processing qui sont juste, entre guillemets, l'appel d'un bout de code Python. Et ça, c'est un fichier compréhensible. On peut le lire de manière tout à fait naturelle en termes de conf, qui est envoyé au moteur d'inférence et qui cherche ça au démarrage. Et donc du coup, c'est vraiment une techno, ou en tout cas une feature qui nous semble, dans notre use case, encore une fois, intéressante pour pouvoir nous optimiser encore plus nos modèles d'IA. Et donc du coup, au global, ça donne quoi? Alors, encore une fois, on a fait le disclaimer, on était plutôt pour vous montrer l'évolutivité de ces 5 ans, l'évolution de ces 5 ans, pardon, et puis vous montrer aussi les problématiques qu'on a au quotidien. Aujourd'hui, on a ça. Comme archi, alors c'est hyper épuré, très simpliste, mais on a différents modèles qui sont en data center. On a à gauche du slide en jaune tout ce qu'on appelle du edge. Donc en fait on a des bécanes, donc des serveurs qui sont dans les centres de tri directement, avec de la GPU au plus proche de la machine de tri, nous permettant effectivement d'avoir des temps de latence les plus réduits possibles. Et puis on a une convergence vers une brique en verte ici de machine learning S2S. Et donc tout ça repose sur beaucoup de supervision d'exploitation, vous en doutez, et c'est ce qu'on a voulu aujourd'hui mettre en avant. Au final, est-ce qu'il y a un paradigme supplémentaire lorsqu'on fait de l'IA en termes de déploiement, d'exploitation, de supervision? Bien sûr qu'il y en a un, c'est la GPU. C'est la consommation de votre GPU, comment votre GPU elle se comporte, est-ce qu'elle est en souffrance, pas en souffrance, est-ce qu'on doit remettre une carte ou pas, est-ce que notre carte elle est proche de griller ou pas, quelle est la consommation électrique. On pourrait aussi dériver sur la partie, et je crois que c'est le talk juste après, sur la partie éco-responsable de la consommation électrique des IA. Donc voilà, l'exploitation et la supervision reste aujourd'hui hyper importante, et encore plus dans un domaine d'IA où il y a plus de sondes à mettre en place et plus de métriques à regarder. Nous, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que on reprend la première phrase qu'on vous a dit au tout début. Nos enjeux, c'est de déceler rapidement les fausses directions. Un pli qui s'en va à Nice alors qu'il aurait dû être desservi à Angers, c'est super compliqué parce que d'un point de vue indicateur, votre IA a dit moi, tout est ouvert,
Moi, j'étais sûr et certain qu'elle devait partir à Nice. Et donc du coup, jusqu'à temps qu'un humain rentre dans la boucle, on n'a pas détecté le fait que le pli il est parti dans la mauvaise direction. Et donc ça aujourd'hui, au travers de process et d'outils qu'on met en place sur cette supervision, on essaye de détecter au plus tôt le fait que ça part dans les mauvaises directions. Donc les points clés qu'on a cités, c'est un peu du classique, hein, mais c'est important de le rappeler. Aujourd'hui, nous, on en est persuadé, l'automatisation, c'est la clé de la réussite du projet. On est capable effectivement, au travers des pipelines mis à disposition, de partir d'une feuille blanche et de le mettre en run hyper rapidement, parce que tout est câblé et automatisé. Après, la mise en place de nombreux dashboards pour pouvoir monitorer. On a à peu près 52 plateformes de tri, courrier ou colis confondus en France. C'est important effectivement d'avoir de la consolidation pour pouvoir avoir cette gestion d'incidence au plus proche. Et puis la supervision, sur la supervision aujourd'hui, elle reste assez facile parce que c'est de l'applicatif, on vous l'a montré. Applicatif Java, c'est hyper courant pour superviser. Et nous, on rajoute de la supervision d'un point de vue Triton, ces derniers mois, ou même cette dernière année, j'ai envie de dire, pour pouvoir commencer à regarder comment se comporte la GPU et si effectivement elle est en souffrance ou pas. On tenait à remercier David. Normalement, c'était pas Nabil qui était là aujourd'hui, c'était David. Mais bon, il a préféré aller au Hellfest que au Presscamp. Hein. Chacun ses motivations, j'ai envie de dire. Merci Nabil. Et puis voilà, c'était tout pour nous. N'hésitez pas à nous faire un feedback sur la présentation. Et puis il nous reste à peu près 8 minutes pour les questions. Merci pour cette présentation. Deux questions, je me permets deux questions parce qu'elles vont être rapidement répondues, je pense. Vous avez parlé de 24 modèles et parlé de YOLO. Est-ce que vous pourriez en donner 2-3 autres connus? Est-ce qu'il y a... Alors, tous nos modèles sont soit sur YOLO, soit sur l'autre modèle que j'ai pris en tête. Syntax Recognition. C'est juste que ces 24 modèles sont sur des pans, tout simplement, des pans métiers différents, en fait. On spécialise énormément en fonction de la topographie du pli. Parce qu'on s'est rendu compte que les modèles d'IA entraînés sur des scopes hyper grands étaient moins performants que sur des scopes beaucoup plus petits. Et nous, on cherche aujourd'hui la performance plutôt que, entre guillemets, la disparité. Et c'est pour ça qu'on en a beaucoup. Et pourquoi pas être parti sur des modèles open source, enfin classiques, pas du Llama ou du Gemini, des trucs comme ça, et faire du LoRa derrière pour ensuite avoir une spécialisation à votre métier? Justement parce qu'on a une contrainte de 500 millisecondes et avec les nouveaux modèles, pour l'instant, on n'arrive pas à faire moins. Ok, merci. Deuxième question rapide, pour la labellisation, j'ai vu 75 personnes, mais que l'IA, vous continuez de l'instruire et de l'améliorer. À terme, c'est quoi l'objectif? De ne plus avoir de labelliseurs, j'imagine, ou très peu? Non, alors à terme, c'est pas de ne plus avoir de labelliseurs. On en aura forcément toujours besoin, peut-être un peu moins, ça c'est sûr. Mais on en aura toujours besoin parce que du coup, les campagnes de pub de nos clients, des clients de la Poste, pardon. Elles évoluent. Pas la Poste. Les campagnes de pub de nos clients évoluent. Je prends par exemple Yves Rocher. Yves Rocher, vous avez une campagne de marketing. J'adore le marketing, encore une fois. Mais effectivement, ça ne fait que de changer. Et donc, du coup, on a besoin, en fonction de la spécificité, tous ces plis évoluent dans le temps. Et c'est pour ça qu'on est toujours en train de réentraîner les modèles. Okay, merci. Bonjour, merci pour le talk. Juste une petite question. Vous avez parlé donc de dépôt de modèles. Oui. Donc vous gérez beaucoup de modèles différents. Et je voulais savoir comment vous les stockez. Voilà, s'il y avait des choses particulières à ce sujet. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé outils
outillage. Je pense qu'on va en choquer plus d'un dans la salle, surtout les barbus. Derrière, en fait, on est en 2019 et en 2019, on prend le parti pris de partir sur des outils qui sont au sein du SI La Poste. Donc du coup, on part sur un Nexus, tout simplement. Aujourd'hui, on a un Nexus classique qui vient retenir l'ensemble des configurations, des modèles, et puis pour toute la partie data vraiment de monitoring, on est sur, pareil, La Poste proposait au sein de son SI des stacks plutôt élastiques, donc on est plutôt sur ce type de stack. On n'est pas parti sur des outils, aujourd'hui il y a beaucoup de personnes qui partent sur du MLflow par exemple, sur ce type de techno, parce qu'on a voulu réutiliser ce qui se faisait dans l'entreprise que de remettre un nouvel outil. On est beaucoup très frugal dans l'équipe et on évite de remettre des outils à foison. Mais après ça reste objectif. Oui. Merci de votre intervention. C'est toujours agréable d'avoir un duo. Voilà. Je trouve que vous répondez bien en plus. Et puis aussi le fait d'avoir une vision large et puis après être sur focus. Donc ça, c'était très intéressant. C'est juste sur la forme, on va dire. Alors sur un peu plus sur le fond, même si c'est pas trop dans la techno. Vous avez dit que vous avez formé un certain nombre de personnes. Donc c'est une double question. Ces personnes, elles sont en France? Oui, bien sûr. Okay. Bien sûr. En fait, l'entreprise La Poste est une entreprise très humaine. Effectivement, encore une fois, on arrivait sur le fait de descendre le tri manuel. Et donc du coup, dans cette optique, il y a vraiment eu cette volonté de pouvoir redonner soit un nouvel emploi à ces personnes, ou en tout cas une nouvelle possibilité intéressante pour eux. Pourquoi je dis intéressante? Parce qu'il s'avère qu'évidemment, c'est des personnes qui font beaucoup d'actions manuelles, qui au quotidien sont fatigantes. Et là, effectivement, on les place derrière un outil plutôt numérique. Et donc, c'est là où la formation était intéressante pour eux et challengeante pour nous. Parce que nous, manipuler, entre guillemets, un outil numérique, c'est notre quotidien. Pour quelqu'un qui est en train de faire plutôt de la manutention, du tri ou des choses assez complexes d'un point de vue vraiment manuel, et c'est pas son quotidien cette personne-là. Donc c'est pour ça que la formation a été vraiment challengeante pour nous et le développement de l'outil était aussi challengeant parce qu'il a fallu faire quelque chose d'adapté à ces personnes-là tout en ayant en tête qu'il fallait une labellisation la plus qualitative possible. Parce qu'encore une fois, des données qui sont qualitatives, c'est derrière une inférence qui est qualitative. Et donc si je peux continuer, donc on est dans un cadre de numérique responsable, mais souvent on pense du côté environnement, mais c'est vrai qu'il y a le côté responsabilité sociale. Et donc du coup aussi, donc sur ces mêmes personnes, est-ce que vous pensez à leur évolution de carrière et surtout aux aspects répétabilité? Est-ce qu'il peut pas y avoir une fatigue par rapport aux tâches? Pour en avoir fait moi-même un petit peu, je trouve que voilà, parfois ça peut être un peu rébarbatif. Alors, c'est pas 75 personnes à temps plein, puisqu'on n'a pas besoin de labellisation à temps plein. C'est plutôt une fenêtre, et c'est des fenêtres assez courtes de 30 minutes de labellisation dans leur quotidien. Donc en fait, ça devient même un petit échappatoire. On a même des personnes qui sont revenues vers moi en disant, moi j'aime bien labelliser parce que c'est 30 minutes qui me sortent de mon quotidien. Voilà. Donc voilà, on a su aussi adapter ces deux contextes qui semblent intéressants dans le contexte de La Poste. Bonjour. Bonjour. Merci déjà pour la présentation. Je reviens sur l'utilisation du modèle YOLO. En fait, vous avez utilisé quelle version et pourquoi? Donc déjà, je pense que la version la plus récente, c'était YOLO V9. Donc est-ce que vous l'avez utilisé ou pas? Alors on s'est arrêté sur YOLO X Nano. Il faisait bien l'affaire pour nous et donc on n'a pas cherché à aller plus loin. On a commencé le développement en fin 2022 parce que le YOLO X est sorti en 2021, donc après les benches on s'est rendu compte que le YOLO X Nano était très bien sur les datasets connus, par exemple Coco, il était bien, et après en le spécialisant sur nos données on était satisfait, donc on s'est arrêté là, on n'a pas cherché. Et en termes de version, je crois qu'on est sur une V8, on n'est pas sur une V9. Voilà. Je V8 je crois. D'autres questions?
On est disponible toute la reste de l'après-midi si vous avez des questions. Merci à vous.